Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de The Call. On en est à la 5e émission de The Call sur cette 5e saison, 5-5, c'est parfait. Et on repart pour une nouvelle émission. Aujourd'hui à la table, il y a un nouvel arrivant, et donc du coup on va commencer par lui. Présente-toi parce que je t'ai même pas demandé ton nom avant l'émission. Eh ben oui. Alors, je m'appelle Tancred. Comment ? Tancred. Tancred. J'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Normal. Je suis un blesse Hugo, il m'a recruté. D'accord. Non, Bien joué parce que c'est pas facile. Hein. Moi tous les jours j'essaie de les recruter, personne ne vient. Par contre, Je les harcèle. J'ai rien préparé. Ah mais c'est pas grave, hein. C'est comme ça que ça commence et on le redit. Hein. Si vous n'avez rien préparé et que vous voulez quand même venir, venez. Hein. Votre simple présence nous gratifie énormément. Bon après il y a l'éternel, hein, et ça fait partie. Avec moi c'est l'un des seuls qui est tout le temps là. C'est Hugo Adam. Bonjour. Qui voilà a fait de la radio sa vie, sa fonction. Est impressionnant. Bravo. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi vraiment c'est un peu chaud. Vous débrouillerez. Alors, vous l'aviez entendu pendant la 2e émission, il avait gueulé dans le micro, j'ai envie de baiser. Il est de retour cette semaine, c'est Edgar Guiton de Victor Hugo. Merci la présentation. Et la dernière fois, il avait improvisé comme ça une chronique sur Fabrice Lucchini. C'était trop bien. Ça va encore être pareil aujourd'hui parce que j'ai absolument rien écrit, donc ça va être de l'improvisation. Je pense que t'as qu'à chose écrire, c'est comme ça que c'est vivant et c'est comme ça qu'on l'aime. Oui. Et elle est revenue la semaine dernière et elle est encore là et elle va peut-être revenir de plus souvent maintenant. Oui, c'est ça. C'est Luna Debris. Et voilà, Luna Debris. Pas Debris. Voilà. Et le nouvel arrivant de la semaine dernière qui est de nouveau là avec sa chronique politique, c'est Mathieu Guidani-Sélois. Salut. Voilà. Donc on est une majorité de Charles de Gaulle avec juste un intrus de Victor Hugo, ça fait quand même plaisir. Ça reste la radio interditielle. Et je pense qu'on va commencer tout de suite. Et exceptionnellement, j'ai eu envie de me mettre en premier. Du coup, on va commencer avec ma chronique. A tout de suite. Stop. Ezekiel 25:17. Do you know my poetry? You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Et du coup, tout de suite, la chronique de Maxime qui va nous faire deviner son titre avec un de ces devinettes dont il connaît le secret. Voilà. Comme d'hab. Ça me fait chier parce que je suis obligé de trouver des titres en anglais du coup et de les franciser. Donc là, celui-là, je pense qu'il va être très facile si vous déconnez pas trop. Je vais vous parler aujourd'hui de Gravité. Gravity. Voilà. Félicitations. Parce que si, ouais, en fait, là, sur mes 4 dernières chroniques, j'ai fait que des films un peu... alors, le pipi piscane direct. Non, c'est bon. Désolé. Sur mes dernières chroniques, j'ai fait que des films un peu obscurs, que certains ont vu, certains n'avaient pas vu. Là, je me suis dit, on va parler d'un film que tout le monde a vu, comme ça, on va en parler entre nous. Alors, qui l'a pas vu ? Moi, je l'ai pas vu. Ok, donc en fait, personne ne l'a vu. Si, je l'ai La vu. moitié. Ok, d'accord. L'avantage, c'est que vous en avez tous entendu parler. Et ça, C'est bien. sûr. Alors, du coup, il est sorti en 2013. Donc je disais, vous l'avez tous vu, ou du moins vous en avez tous entendu parler, parce que la campagne marketing du film était vraiment très vénère, mais surtout parce que c'est l'un des nombreux films à avoir repoussé les limites de la technologie au cinéma pour montrer ce qui était jusqu'ici impossible à montrer. Mon expérience personnelle avec ce film est un peu particulière, parce qu'il est sorti peu de temps après Interstellar de Christopher Nolan, et qu'à l'époque, Interstellar c'était pour moi un peu la quintessence de ce que le cinéma pouvait être. J'étais un gros fan de scénarios millimétriques bourrés d'aphorismes sur la vie et la mort, et je le suis encore, mais un peu moins. Du coup, vu que j'étais fan d'Interstellar, je détestais Gravity. C'est logique, non ? J'ai dû être le seul à avoir mis en place cette concurrence stérile dans ma tête. Bref, je l'ai pas vu à sa sortie. Oui, je détestais sans l'avoir vu, qui ne l'a jamais fait. Voilà, me lancez pas la première pierre, merci. J'ai donc décidé, il y a quelques jours, de rattraper cette lacune et de vous en parler, parce que je dois l'avouer, j'ai passé un super moment. C'est l'histoire d'une astronaute qui se retrouve propulsée à la dérive dans l'espace suite à une collision avec des débris stellaires et qui tente désespérément de revenir sur Terre. Aussi simple et efficace que ça. Alors je vais commencer par les choses qui m'ont déplu, et qui ont déplu à pas mal de gens parce que le film est assez clivant en fait. Alors il y a le jeu des acteurs, il est bien, mais par moments un peu à la ramasse, mais en même temps ils donnent tout ce qu'ils ont parce qu'en fait tout a été tourné sur studio et c'est une galère pas possible du coup. Et voilà. Et après il y en a à qui ça a pas du tout dérangé, mais moi il y a eu des moments où genre je les sentais genre complètement pas du tout dans la situation où ils devaient être. Voilà. Il y a aussi les effets spéciaux en fait, c'est-à-dire que les effets spéciaux sont tellement impressionnants que y a certains moments où t'as l'impression un peu de voir une cinématique de jeu vidéo PS4 plutôt qu'un film quoi. Il manque le côté un peu dégueulasse de la vraie vie, c'est un peu trop parfait. C'est le problème de tous les films avec des images de synthèse quoi. Et il y a aussi la relation entre les deux astronautes que l'on suit, donc il y a George Clooney et Sandra Bullock.
Sandra Bullock en première, hein, c'est elle la personnage principal. Et en fait, la relation entre les deux, elle m'a paru un peu patriarcale parce que genre il y a George Clooney qui apprend la vie à Sandra Bullock. Et c'est un peu dommage parce que c'est rare de voir un film qui a une femme en personnage principal et bah t'as envie que ça soit elle le personnage principal et pas juste qu'elle apprenne la vie avec George Clooney quoi. Et pénultièmement, un défaut que beaucoup ont remarqué, c'est une certaine pauvreté de l'histoire qui effectivement se résume à une suite de défis et de solutions, jusqu'à la fin. Et il y en a que ça fait chier. Et ce défaut est lié à l'ultime défaut que je voulais avancer, c'est la tension. Je trouve que la première scène est hyper efficace, t'es directement plongé dedans, en fait il y a les débris qui arrivent au début, d'ailleurs c'est juste un long plan séquence dont tu peux pas t'échapper, et donc il y a Sandra Bullock qui se retrouve propulsée dans l'espace, et là tu te dis merde mais putain comment elle va s'en sortir. Et en fait, il y a George Clooney qui arrive, qui la sauve, et après, c'est une suite de petites galères, mais en réalité, la tension, elle est évaporée au bout de 10 minutes, quoi. Le vrai défi est esquivé. Voilà. Donc, ça fait plein de petits défauts, mais voilà, en fait, on s'en fout, parce que ce que je voulais dire du film, c'est, et ça reste subjectif, hein, mais il y a des trucs qui me touchent particulièrement. En fait, c'est un exemple de film qui raconte une histoire par l'image. À tel point en fait que le film, moi je l'ai maté en anglais sans sous-titres et que j'ai pas compris la moitié des dialogues, mais je m'en suis complètement foutu. J'ai juste trouvé que l'image racontait vraiment beaucoup de choses. En fait, loin des dialogues, il y a un propos que je pense vraiment pas hasardeux, qui est vraiment touchant, c'est sur la valeur de la vie, le sens de notre existence et en fait ça m'a beaucoup fait penser au mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Est-ce qu'il y en a un peu qui connaissent le mythe de Sisyphe? Alors ça me dit quelque chose, mais alors non. Alors, mythe de Sisyphe, de base, c'est le héros qui constamment qui est puni en fait et qui est aux enfers, et son châtiment c'est de devoir constamment amener une pierre en haut d'une montagne, sauf que la pierre est ronde et donc du coup arrivant à la montagne elle roule, et il fait ça infiniment. Et en fait Albert Camus il a pris ça comme base de son essai sur l'absurde de la vie, et pour parler de qu'est-ce que c'est que la valeur de la vie. En fait, la première phrase de cet essai qui est très très belle pour moi, c'est il y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Donc, est-ce que notre vie vaut le coup d'être vécue? Et en fait, le film commence par nous rappeler à quel point notre existence est absurde et ne tient qu'à un fil. On nous présente un groupe de personnages qui, l'instant d'après, est mort. Directement. On se rappelle à peine de leur nom et on les voit juste morts. Il n'y a pas de dernière parole, il n'y a pas de souvenir héroïque, c'est une mort aussi brève que violente qui ne laisse rien derrière elle. On retrouve ce propos dans un plan que j'aurais souhaité vous montrer en fait, peut-être que je le mettrai sur la vidéo. En fait, il y a Sandra Bullock et George Clooney qui sont retenus au bout du pied par un câble qui de loin apparaît comme un fin fil. Qui plus est, il y a un autre film qui nous retient et nous maintient en vie, c'est la gravité. Une fois coupé, on s'envole et on disparaît. Tout nous renvoie à notre condition d'être fragile, de roseau. Et ça va au-delà de ça en fait, parce que le personnage principal, qui est Sandra Bullock, c'est une femme sa fille est morte. Et elle est morte pour une raison hyper conne. Elle est tombée et elle s'est cassé le crâne, quoi. Donc, on est vraiment là-dedans de, putain, mais en fait, notre vie peut disparaître d'un instant à l'autre, tu peux faire une crise cardiaque, et en fait, à quoi ça sert de continuer comme ça, quoi. Et, toujours sur la valeur de la vie, il y a un rapport aux éléments dans ce film qui est assez impressionnant. En fait, au début, il n'y a pas du tout d'éléments parce qu'on est dans l'espace, donc dans le vide, mais petit à petit, vont apparaître le feu, l'eau, l'air, et tout ça va avoir une incidence, et encore une fois ça nous rappelle qu'on a tellement peu de choses comparées aux forces de la nature, et que c'est comme disait Pascal, l'homme est un roseau, voilà. Mais en fait, toute l'histoire du film, c'est celle d'un rite initiatique pour apprendre à accepter cette condition d'être fragile, qui peuvent disparaître en un claquement de doigts pour se relever et continuer à vivre. Si vous matez le film, la dernière image du film, on le ressent énormément, ce que ça veut dire en fait de se relever, de continuer à vivre malgré tout, quoi. Et en fait, on est mortel, mais on vit. C'est ça qui est le plus important. C'est le choix que fait le personnage principal, Sandra Bullock, à peu près au milieu du film, en refusant de se laisser mourir quand tout effort lui semble vain. Et en fait, ça renvoie à la dernière phrase du mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qui est « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Sisyphe, il a beau remonter la même pierre constamment et sa vie n'a beau avoir aucun sens, il continue parce qu'il a la chance d'exister et que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et c'est le savoir qu'essaie de transmettre George Clooney à Sandra Bullock dans tout le film en fait, et parce qu'il est serein dans la mort. Il y a un plan assez magnifique où... Oh putain, ça spoil. On s'en fiche si spoil ou pas? Ouais, on s'en fout. Ça date maintenant, pas le Ouais, bah oui, toi, il est sorti en 2013. Il y a, en fait, à un moment, George Clooney, il se sacrifie pour Sandra Bullock. Et incroyable. Et en fait, il part complètement à la dérive, sauf qu'il y a toujours sa radio qui marche. Et c'est un gros américain cliché. Du coup, il écoute de la country américaine et il regarde le lever de soleil depuis l'espace en fait sur la Terre.
Et D'accord, ok. il est face à la mort et lui, tout ce qu'il dit, mais c'est magnifique, quoi. Je suis trop heureux de mourir en voyant ça. Et c'est ça que Sandra Bullock doit accepter. Alors en fait, c'est un peu brouillon peut-être, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, et si c'est flou, on peut en reparler entre nous. Juste le dernier truc que je voulais ajouter, c'est que j'ai eu une très bonne surprise en terminant le film, parce que Gravity, je le mate, voilà, c'est un film grand public, je me dis c'est un réalisateur quelconque qui l'a fait, je m'en fous, tu vois. Et en fait, il y a le générique qui se lance, et le générique, je vois, réalisé par Alfonso Cuarón. Et en fait, Alfonso Cuarón, c'est un des mecs qui a fait l'un de mes films préférés, qui est Children of Men. Et j'aurais dû m'en douter, parce que ça, c'est des considérations techniques, mais il y a toute une utilisation du plan séquence qui est incroyable, et lui, il bosse que là-dessus, en fait. Et voilà. Et du coup, j'ai été très ému. D'accord, ok. La belle surprise de la fin, quoi. Complètement. Tu vois le titre, là, je suis en mode, ah, c'est logique. Et Children of Men, je vous le recommande énormément. C'est un film qui est accessible pour tout le monde et qui est incroyable. Mais alors, c'est marrant que tu aies précisé que ça ait commencé juste après, que ça soit sorti juste après Interstellar, parce que qu'est-ce qu'on choisit si on a le choix entre Interstellar et Gravity, là? Alors c'est différent, en fait, c'est deux façons de faire des films complètement différents. C'est-à-dire que Interstellar, c'est un film de scénario, vraiment. La réalisation, elle est très bien, mais le frère Nolan, c'est un mec, personne ne sait écrire des scénarios aussi bien que lui. Après, il y a un défaut qui apparaît tout de suite, c'est que ces scénarios sont tellement parfaits qu'au final, il manque quelque chose. Une histoire, elle n'est jamais parfaite, tu vois. À ce point. Il y a ce que les musulmans appellent le défaut d'Allah. C'est l'art ne doit pas être parfait parce que seul Dieu est parfait. Et à côté de ça, Gravity, on a l'exemple du film qui s'en fout complètement de son histoire, qui est là. Le cinéma, c'est un truc d'image, et donc il va te raconter quelque chose par l'image. Et ça a l'avantage de pouvoir te parler beaucoup plus. Et finalement, à choisir entre les deux, Gravity il dure 1h30 et Interstellar il dure 2h30, quoi. Donc l'investissement est moindre. Ouais, ok, d'accord. Mais justement, dans Interstellar, le défaut, c'est pas que ça soit parfait. Pourquoi ? Bah parce que tu viens de dire que justement, c'est... Paradoxe. Voilà. Paradoxe du défaut, effectivement. Mais après, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais je pense qu'après, c'est aussi chacun voit ce film ou ces films comme ils veulent. Et puis, je pense que même si toi, tu le considères comme un grand réalisateur, il y en a certains, même si bon, c'est un grand réalisateur, quoi. Il y en a certains qui doivent y trouver des défauts. Bien sûr. Et d'ailleurs, juste, en fait, à choisir entre les deux, moi, je choisis Interstellar parce que, en fait, Interstellar, sur ma fiche Science Critique, il a 10 sur 10 et Gravity, il a 9 sur 10, quoi. Parce que Interstellar est plus ambitieux que Gravity. Finalement, ouais, je suis d'accord. Gravity, on a juste l'impression, voilà, c'est un bon film, il y a George Clooney, quoi. C'est un petit peu, et en plus, voilà, c'est un film quand même. Ce qui est faux, c'est que Interstellar est beaucoup plus ambitieux, mais a fait tous ses effets spéciaux réellement. Tout a été tourné avec une vraie navette et tout, alors que Gravity, il y a aucun effet spéciaux réel, c'est que des images de synthèse. Avec une vraie navette. Ouais, en fait, toutes les scènes dans la navette et toutes les scènes où on voit apparaître la navette, elle avait vraiment été faite. Putain, la vache. Et en fait, finalement, dans ce film, à part les vagues et la planète de glace, quoi, tout est fait en décor réel, il y a rien d'image de synthèse. Et tu le ressens en voyant le film, en fait. Tu ressens la véracité du milieu où les gens évoluent. Bah ça c'est marrant parce que c'est quand même un peu le piège dans lequel peuvent tomber les films récents. Complètement. Parce que si l'image de synthèse fait moins vrai, mais alors qu'elle en jette plein les yeux, du coup ça fait quand même moins je sais pas, moins... Bah oui, c'est pas de terme, quoi, mais... C'est un grand débat cinématographique, mais qui est encore plus renforcé aujourd'hui quand tu vois ce que tu peux faire avec les images de synthèse, genre notamment... le dernier Star Wars, Rogue One, où t'avais carrément Padmé Amidala qui était en image de synthèse, et t'y crois, quoi. Donc voilà. Mais le fait de se poser une limitation technique qui est les décors réels, dans la façon que t'as de les filmer, je pense que ça se ressent quand tu regardes. Genre, c'est l'exemple entre Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Ouais, c'est ça, on en parlait la dernière fois. Le Seigneur des Anneaux, c'est que des décors réels aussi. Enfin, à part Minas Tirith et tout ça, évidemment. Et tu le sens, quoi. Quand il court dans les plaines, tu le sens, alors que dans Le Hobbit... dans une image de synthèse. C'est n'importe quoi. Bah oui, ça c'est vrai que du coup, on a un Seigneur des Anneaux qui est complètement différent au niveau technique. Et ce qui fait que moi, j'arrive pas à supporter Le Hobbit, quoi. Ouais. Malheureusement. Oui, bon, il y a pas que ça, hein. L'histoire est aussi bien à chier, quoi. Voilà. Enfin, à chier, on pourra en parler, mais bon. Ce sera un autre débat. Une chronique sur Le Seigneur des Anneaux, vu que j'adore Le Seigneur des Anneaux. On verra bien.
Bon, je pense que je vais rendre l'antenne maintenant. Je vais laisser la parole à celui qui m'a introduit. Eh bien, Yes. dans ce cas-là, on passe à la prochaine chronique. La chronique politique de Mathieu. Alors, du coup, il avait commencé à nous présenter un peu le paysage politique la semaine dernière. Je refais Sur regard, ouais, sur l'extrême droite. le FN, l'Occident, tout ça. On avait vu un peu l'histoire du FN. Et là, on va faire tous les autres, si je me trompe pas. Alors non, cette fois-ci, ça sera seulement le centre et la droite. D'accord. Donc, nous simplifierons au maximum pour rendre cette chronique plus agréable et facile d'accès. Donc faisons simple. Le parti de référence à droite est les Républicains. Il a pour ancêtre de grands noms accompagnés de grands dirigeants. Le RPF de De Gaulle, le RPR de Séguin, mais également l'UMP, qui est la fusion du RPR, ancien parti de droite dure, ayant eu comme programme, dans les années 90, immigration zéro, l'islam est incompatible avec la République, et la fin du regroupement familial. Ce parti, qui serait qualifié d'extrême droite aujourd'hui, s'est donc vu fusionner avec l'UDF, ancien parti du centre, libéral, pro-Europe, pour donner naissance au parti de Nicolas Sarkozy pendant les présidentielles de 2007 et 2012. Donc pour bien comprendre la fusion, je vais vous donner une petite citation. Ça vient d'un ancien ministre de l'Intérieur du RPR qui s'appelle Pasqua. Donc le RPR amène les électeurs, l'UDF les élus. Donc en ce moment, les Républicains sont en crise. La non-participation de leur candidat, François Fillon, au second tour et le brouillage de leur ligne politique avec le parti d'Emmanuel Macron fait fuir les électeurs de part et d'autre. Heureusement, prochainement, le parti de la droite française aura à sa tête un nouveau président, qui sera, si l'on en croit les sondages, Laurent Wauquiez, élu à 80% par les adhérents. Selon les multiples déclarations du quarantenaire ultra diplômé, le parti mettra la barre à droite toute, sans pour autant, et c'est le plus important, faire alliance avec le parti d'extrême droite de Marine Le Pen. Donc maintenant, autour du centre, du vrai centre. La République En Marche, mouvement créé par Emmanuel Macron en 2016, suite à sa démission du gouvernement Valls, est classé au centre. Il se revendique pro-Europe, libéral et progressiste. Durant la campagne présidentielle, Macron pourra compter sur le ralliement de François Bayrou, un centriste. Cette alliance lui fera gagner 5% dans les sondages, ce qui lui permettra de se projeter dans le trio de tête aux côtés de Le Pen et Fillon. Macron profitera des nombreuses affaires autour du candidat, les costumes, etc. Pas Brigitte. C'est quoi déjà? C'est le nom de la femme de Fillon. Pénélope Fillon. Macron profitera donc de ces nombreuses affaires pour gagner de nombreux points dans l'opinion et se positionner comme étant le seul rempart viable à l'élection du FN. Petite anecdote, de nombreux désespérés et dégoûtés de la politique se reportent sur le vote Macron, car jeune et nouveau. Après son passage au second tour en première place, ce qui n'était pas prévu, il fait une campagne mémorielle pour rappeler les racines du FN, en appel à la lutte contre l'extrême droite, etc. Bref, le voilà déjà à l'Élysée. Actuellement, le parti La République En Marche possède la majorité à l'Assemblée nationale. De nombreux députés sont issus de la société civile ou sont d'anciens socialistes. Cela fait d'eux le parti le plus jeune du paysage politique français, mais également le plus puissant. Mais que deviendra La République En Marche après les prochaines élections? C'est une bonne question. Mais, alors moi, je suis pas très politique. J'essaie de m'y... Tu n'es pas très politisé. Oui, je pense. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc. Être pas très politique, soit t'aimes pas la politique, mais si t'essaies de s'y mettre, dans ce cas, c'est que t'es pas très politisé. Alors, je suis pas très politisé, mais de ce que j'avais cru comprendre à moi-même, c'est que la République En Marche, est-ce qu'elle est vraiment centre? Parce que moi, je l'avais ressenti plus comme un centre-droite, honnêtement. Enfin, j'avais l'impression que ça tirait sur... Quelle est la question? Et il y a aussi Macron qui se dit ni de gauche ni de droite. Il a jamais dit centre. Donc là, c'est sûr que... C'est facile de pas choisir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il n'y a qu'une institution qui est agréée pour donner la place sur l'échiquier politique, et c'est le ministère de l'Intérieur. Ah, Et le ministère de l'Intérieur a dit que La République En Marche était centre. Donc pas c'est- divers ni rien, mais centre. Ok. Donc c'est le gouvernement de Macron qui... Mais oui, contrôle c'est vrai que c'est l'Assemblée. une politique de centre droit, on va dire, Oui. pour être gentil. Ok, donc c'est... Ok, d'accord. En fait, si tu enlèves le progressisme, et si tu t'intéresses surtout à l'économie, moi l'économie c'est
C'est je m'y connais plus en économie qu'en politique. C'est complètement de la droite. Donc, D'accord, ok. Et donc pour le moment, peut-être dans pas longtemps, on aura une droite et un FN qui seront alliés. Justement, c'est la limite qu'ils se mettent. Mais pourquoi en fait? Parce ils partagent tout, ils ont les mêmes passions, les mêmes occupations. C'est une très très grande question. Ça serait dangereux. Bon, pas plus qu'aujourd'hui peut-être. Je sais pas. C'est vrai, oui, mais bon. Puis bon, ne diabolisons pas. Diaboliser le FN à la radio, ça fait vraiment faire le jeu du Front National. Donc, Oui, non mais oui, bon, ça permettrait à Marine Le Pen de remonter, parce que là, elle est quand même bien descendue après la campagne présidentielle désastreuse qu'elle a faite. Du coup, elle est descendue aux législatives, mais elle a quand même fait un score de ouf au présidentiel. Donc, ouais. Oui, mais si elle s'allie avec la droite qui est quand même moins... Bon, si on remarque, la droite est quand même sacrément en crise, là. Ouais. J'allais dire. Mais, comment c'est Laurent... Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez. Lui, tu sais, j'ai moins d'empathie pour lui que pour les Le Pen, je crois. Je sais pas pourquoi, il me tend. C'est quelqu'un d'extrêmement froid, d'extrêmement diplômé, c'est vraiment très bizarre à regarder et à écouter. C'est vraiment pas agréable. Après, il est pas tant médiatisé que ça, pour l'instant, j'ai l'impression. Ça va. Bon, c'est pas grave. Mais d'ailleurs, il y a eu un débat du parti LR. Un faux débat en fait complètement inventé. J'ai vu ça sur Quotidien. Bon, est-ce que c'était un peu truqué, je sais pas. Et en fait, dès le début, ils étaient tous d'accord sur Laurent Wauquiez. Ouais. Et ils ont fait juste pour le mettre en avant. C'est ça. C'est la méthode Socrate, ça. Ah ouais? Bah, c'est Socrate. C'était du foutage de gueule, quoi. Ça me fait complètement délirer. Tu sais, c'est Socrate dans ses livres. Ouais. Il est constamment en train de parler à des disciples. Et sauf que du coup, ces disciples, ils sont tout le temps en train de dire, putain, vous avez raison, tu vois. Et donc, dès qu'il dit un truc, il fait, j'ai raison, et tout le monde fait, bah oui, vous avez raison. C'est le super truc pour asseoir. Bah ouais. C'est plein de politesse, plein de ne rien dire, tout ça pour dire. Vous êtes quand même malin, hein. Je pense que je vais vous laisser ma place. Laurent Wauquiez, oui, pourquoi pas, vous êtes d'accord? Je suis d'accord. C'est bien, on est d'accord, on va voir. Appelez-moi Socrate, mic drop. C'est ça. C'est comme ça qu'on devient président du LR. Ok. Bon. Malheureusement, c'était pas trop l'ambiance, ça aurait été plus marrant comme ça. On va tous en costard avec la cravate bleue. Ouais. Bref, on va passer, je pense, vu que tu fais le malin. Ouais, là, je te vois bien, tu fais le malin. Bah oui. On va passer à ta chronique, je pense, après un petit jingle. Donc, Edgar, je sais absolument pas de quoi tu vas nous parler. Si, moi non plus. Parler de théâtre. Le domaine, c'est quand même le théâtre. Si tu nous fais des chroniques cette année, ça va être sur le théâtre. Mais de quoi particulièrement? Ça serait sur le théâtre. Il me semble qu'on en a parlé autour d'un café. On en a parlé autour d'un café. C'est toujours très plaisant de se retrouver après un bon spectacle ou un mauvais spectacle au contraire pour en discuter autour d'un café. Les mauvais spectacles font plus parler. Exact. Sauf là, justement. Donc là... Bon, ça peut paraître bizarre, vu que c'est ma première chronique sur le théâtre, que je vous dise directement que c'est une pièce que j'ai adorée, qui est magnifique, etc. Mais malheureusement, je suis tombé là, jeudi soir, au théâtre de Caen, sur une pièce qui s'appelle Les Bas-fonds, et qui était juste, mais incroyable, vraiment. Donc, bon, peut-être que la semaine prochaine, je retrouverai une autre pièce et je dirai, elle était vraiment incroyable, et dans ce cas-là, vous pouvez me foutre de ma gueule. Mais déjà, le metteur en scène s'appelle Éric Lacascade, donc rien que pour ça, je pense qu'il faut y aller. Mais même si, pourquoi vous m'écouterez, même si je vous dis que c'est la meilleure pièce du monde, pourquoi est-ce que vous iriez voir cette pièce? Dans ton truc. Et bah, je pense que là, c'est plus profond. C'est pas simplement par les applaudissements. Il y a une tonne d'applaudissements. Voilà, les acteurs s'y sont repris à 6 fois pour revenir sur les saluts. Là, c'est vraiment, on sent vraiment, quand c'est du théâtre, que les acteurs sont là sur scène et qui jouent leur vie. Et on a eu la chance que du coup, les acteurs, grâce à Éric Lacascade, ont brisé le 4e mur. Ils venaient souvent dans le public. Alors juste, là, tu vas rentrer dans pas mal de trucs un petit peu cool, mais raconte peut-être l'histoire quand même, qu'on visualise un peu. D'accord, oui, ok. Bah Luna, tu devais le voir, c'est ça? Je devais aller le voir et là, je suis totalement dégoûtée. Ah bah t'es déçu. Bah attends, je suis très déçue. Mais en fait, je pense qu'on peut pas raconter l'histoire parce que ça, y a pas une ligne, comment on dit ça, y a pas un truc un fil directeur, voilà. En fait, il y a des moments où les acteurs vont dire quelque chose de beau
Et tout d'un coup, ils vont s'énerver, ils vont prendre des bières, ils vont les éclater contre le mur, ils vont complètement péter un câble. Et tout de suite après, ça va redevenir très philosophique, très posé. Et je pense que ce qu'a voulu faire le metteur en scène, c'est très drôle, c'est vraiment très drôle. Mais il y a des moments où les acteurs prennent le public et lui dit ces 4 vérités, il lui dit voilà pourquoi. Donc en fait oui, ça se passe dans un hôtel, voilà ce qu'on peut dire. Ça se passe dans un hôtel, ils sont à peu près une quinzaine, et ils ont tous de milieux complètement différents. Ça m'a l'air très moderne. Ça, c'est sûr. C'est très moderne, et on a failli avoir un homme à poil, mais on l'a pas eu. Et vous avez Donc, pas c'est eu pas de si moderne sur que scène. ça. Non, il faut que j'éclaircisse cette idée. Pas de panique. Donc, on a tout un tas d'acteurs qui viennent de plein de milieux différents et qui se retrouvent dans cet hôtel et qui se connaissent depuis très longtemps. On sent que c'est un peu des cas sociaux. Et il y a l'arrivée d'un grand-père, vraiment, c'est un papy, qui arrive et très philosophique, qui me fait un peu penser à dans Hunger Games Snow, au niveau physique, tu sais, le mec qu'on impose, on sent qu'il a vécu beaucoup de choses dans sa vie, et qui arrive et qui comprend pas pourquoi ils se font tous la guerre, pourquoi ils sont si misérables envers eux. Et il y a des super moments, et par exemple à un moment, ce vieux qui s'appelle Papy, donc Facile. 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 Mais c'est bien parce que sinon ce sera embrouillé avec tous les prénoms. 15 Ouais. acteurs sur scène, tu le Oui, perds c'est vrai. vite. Et à un moment, il y a un des acteurs qui meurt. Et personne n'arrive à pleurer pendant tous ces acteurs. J'aurais peut-être dire personnage plutôt qu'acteur. Ah ouais, c'est les personnages ou les acteurs qui n'arrivent pas à En pleurer. fait, c'est parce que ce qui est perturbant, c'est qu'il y a des personnages qui se nomment acteurs et des personnages qui sont ouais, c'est ça qui est Ça a l'air compliqué. barré, mais ça Mais donne en envie de fait, voir, hein. c'est ça que c'est dommage, c'est parce que si je dois expliquer, c'est qu'en fait, je pense qu'on s'en fout que j'explique en détail, etc. C'est qu'il y a des moments où c'est beau, il y a des moments où c'est drôle, et ils vont tout casser en faisant une grosse bêtise. Je pense à la fin, par exemple, ou au final, ils se retrouvent, ils chantent tous ensemble, tu vois, et il y a une image super forte je le raconte, de toute façon, ça passera plus à Vas-y, quand, vas-y. malheureusement, d'un pendu. Il y a un pendu il y a un des acteurs et un des personnages qui est pendu au fond de la scène. Et ça, en fait, à voir en vrai, putain. à voir en vrai, il y a des personnes qui ont pas du tout aimé et qui sont sorties, même, Spontanément. en ayant envie de vomir, quoi. Il y Ouais. avait des moments très très forts. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils cassent une belle image par quelque chose de soit terrible comme le pendu, soit par une grosse blague, soit par une grosse boutade, je sais pas, par une grosse connerie. Et je pense que c'est pour ça que c'est du théâtre moderne. C'est vers quoi devrait se diriger le théâtre moderne. Après, qui je suis pour dire vers quoi devrait se diriger le théâtre moderne. Mais c'est vraiment, on s'en fout qu'il n'y ait pas de fil conducteur. C'est faire passer les émotions. C'est la catharsis. C'est la catharsis. C'est ça. Allons-y, c'est parti. Et donc, que dire d'autre à part le fait que Eric Lacascade s'est bien éclaté en montant cette pièce et qu'il a pris des bières. Je pense que quand il a écrit le script, il s'est dit je vais m'amuser avec des bières, à un moment je vais m'amuser avec, je sais pas, des lits. Et il joue avec tout ça, il a rien sur scène, il a des lits, il a des bières, il a un comptoir, il a un tableau où tous les noms sont écrits, voilà, c'est tout. Et il fait tout avec ça. Il jette les lits quasiment sur le public, il balance. Non mais il y a une image qui m'a marqué, elle peut paraître débile, mais il y a un personnage qui s'énerve, qui prend une bière et qui l'éclate au fond de la scène, Ouais, du théâtre ça du va. camp. Tu te dis, Tu vois jamais ça sur scène. tu vois c'est jamais ça incroyable. parce que c'est de la violence, enfin on s'en fout que ça soit de la violence, c'est vraiment. Surtout au théâtre ils de font Caen. tout, quoi. Surtout au théâtre de Caen. Ouais. Exactement, surtout au théâtre de Caen. Parce qu'à la fermeture éclair, ça va quoi. Ça serait passé ou au papillon noir ou je ne sais où, mais. Le théâtre de Caen, c'est qui ces anarchistes quoi? Mais surtout que c'était un public assez âgé, quoi. Ouais. Et en fait, finalement, si vous avez rien compris à la chronique, c'est pas grave. Mais On a eu les émotions comme dans le théâtre Mais- moderne. l'important, c'est que le public arrive et le spectacle a déjà commencé et le public part et le spectacle va continuer. Donc c'est beau. complètement une métaphore de la vie parce que le public frisson là. oh, c'est gentil. Le public arrive, il voit un bout de la vie de tous ces personnages et le public part. Et peu importe si le public est venu, s'il y a eu du monde, s'il s'est passé un truc, la vie continue et même si s'est passé tout un tas de trucs. Et voilà comment ça se finit. Par un truc, on reste sur notre faim. Mais c'est ça qu'a voulu faire la cascade, je pense. Ça fait très La bizarre de cascade. dire la cascade. Mais C'est c'est la cascade vraiment, de la vie. c'est vraiment un peu de frustration, mais pour montrer que on loupe peut-être la fin d'une vie, mais ça continue quand même, quoi.
J'avais envie de dire des trucs, mais j'ai envie de les terminer là-dessus parce que c'était très beau, je trouve. Non, mais vas-y. Ouais, parce que moi, du coup, le défi un peu du théâtre moderne, c'est d'arriver sans fil conducteur à pas être chiant. Parce que là, ce qui fait que c'est pas chiant, c'est qu'il y a c'est qu'il y a des d'émotions. rebondissements. Donc c'est cool. Mm. L'autre défi, quand même, pour pas passer un peu pour des cons, C'est de foutre un homme à poil. Les gens qui filment sur scène. Non, c'est qu'on puisse ressentir qu'il y a matière à interpréter si au moins on n'a rien pigé à ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est Et ça, je pense que c'est pareil rempli, vu que, déjà que quand tu le racontes, il y a 10 000 trucs interprétés sur le fait que ça commence et termine pas, sur les bières, sur les lits, tout ça, enfin, sur le pendu, moi je trouve que c'est que des images. C'est ça, c'est beaucoup d'images. Mais de toute façon, je vous rassure, si vous avez rien compris à ma tentative d'expliquer, vous ne comprendrez pas au spectacle parce qu'il y a, c'est comme tu dis, il n'y a pas de fil conducteur, mais à un moment il y a des images qui sont là, qui sont posées, qui sont soit violentes, soit très tristes, soit hyper marrantes, vraiment. Et ce qui était beau aussi, c'est que le public, lui non plus, ne sait pas comment réagir. Parce qu'il y a des moments, il y a des images qui sont marrantes, et d'un autre côté, par exemple, il y a un moment, il y a une simulation de viol sur scène. Ça a l'air super gay quand même comme mais attends, pièce. mais non, mais tu c'est vois, désamorcé. c'est pas fini parce que c'est une simulation de vol, j'ai failli dire, non, pardon, c'est pas marrant. Simulation de viol. Mais c'est fait avec des personnages qui sont toujours en train de déconner et toujours dans le rire avec des mimiques débiles. Et du coup, il y a une part du public qui rigole et une part du public qui est en mode mais attends, mais on peut pas rigoler à ça. On a un viol en face de nous. Ouais. Et il met le public dans une transe ou je sais pas quoi. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, ma voix se barre en couille. C'est à ce moment-là où tu te dis, mais putain, mais GG. mais oui, c'est ça, parce que t'as rien compris. C'est dégueulasse, c'est beau, c'est moche, c'est violent. Et tu te barres et tu réfléchis toute la soirée à ce que t'as vu, quoi. Ouais. Voilà. Non, c'est impressionnant. Putain, je suis deg de pas aller le voir, donc. C'est les bas-fonds de la cascade, c'est ça? Ouais, Eric la cascade. Et c'est des canets. Il me semble qu'il y a des acteurs qui sont canets. Et le Eric la cascade vient d'Hérouville. Ouais. Vient d'Hérouville. Je vois totalement qui c'est. Et ah oui, oui, d'ailleurs, c'était des gens qui sont à l'acteur. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tu connais les bails. Bah, je suis acteur, voilà. Mais justement, ils nous ont proposé plein de spectacles et il y en avait à choisir, quoi. Il y avait des gens qui venaient de l'Actea et du coup, c'est pour ça que je devais aller à cette pièce-là. On m'avait raconté beaucoup de choses sur un certain acteur. Je me suis dit, je vais y aller, il va m'époustoufler, quoi. Et finalement, ma mère, son coiffeur a duré plus longtemps. Ah d'accord. Voilà. Nul quoi. Donc ça continue pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là, bah oui, c'est ça. Bon, vous n'étiez pas là, mais on a joué. Et ça continue. J'espère que je t'ai fait partager un peu de. Ah non mais franchement. Est-ce que ça rejoue prochainement? Est-ce qu'on peut inciter Écoute, faudrait que j'en reparle la semaine prochaine si je reviens, mais ils sont à Rouen. Ils sont à Rouen les mecs et ils sont vraiment pas loin et je pense qu'ils vont revenir. Mais en tout cas, parce que là il y a Luna et toi Max qui fait du théâtre, ça se trouve, vous faites pas de théâtre, font du théâtre. Pardon. Et quand c'est le genre de spectacle que t'as envie de jouer avec eux, tu te dis putain, mais pourquoi je suis assis sur ce siège? J'ai envie de faire, moi aussi, je vois totalement ce que tu veux dire. Et même quand tu me le racontes, quoi, je me dis, c'est tout ce qu'on essaye de faire, nous, dans nos spectacles, on n'arrive pas à produire. Et je me dis, si jamais je voyais ça, je me dis, mais mon rêve plus tard, c'est d'être avec eux et de faire ça sur scène avec les gens que je connais. D'accord avec toi. Et rien que de voir ça, ça te ravive un but, quoi, et c'est monstrueux. Tout le temps et de faire du théâtre quand tu vois ça, c'est monstrueux. Vous êtes mes deux futurs comédiens. Non. Mais si. Bon bref. J'ai adoré ta chronique, Edgar. Oui. C'est tellement important. De toute façon, je pense qu'on va improviser toutes nos chroniques. Il faut qu'on arrête d'écrire des textes pour se rassurer. C'est bien parce qu'il n'y a pas de casque aujourd'hui. Ouais, ça détend de ouf. Parce que du coup, on s'écoute beaucoup plus. Carrément. Bon, du coup, on va conclure là-dessus. C'était très sympa. Et on va passer à une chronique pour nous parler de séries avec Luna. Oui, c'est ça. Et aussi au revoir à Tancred. Au revoir, Tancred. Au revoir, Tancred. Au revoir. Et bisous, Mathieu. Salut. Salut, Mathieu. Bah, Luna, écoute, moi je le prendrai mal à ta place. Oh, ça La semaine va. prochaine, mec, j'espère. Ouais. Pour les socialistes. Les socialistes et la gauche. Yes. On On est là. Et Donc logiquement, bientôt on finira sur les communistes, c'est ça? Un jour, les communistes. mais après il y aura les anards.
Tout raison communiste. Non, on s'arrêtera sur Mélenchon. Les anarchistes. Ah, d'accord. Non, on s'arrêtera sur Mélenchon, ça serait une très bonne chose. Happy ending. Mais attention, rien n'est fini. Tout ne fait que continuer. Oh, mais il n'y a rien à faire, parce que tout le monde est fou ici. Et donc on enchaîne après cette terrible chronique que je viens de faire et essaye de faire un truc plus précis. Magnifique. Alors moi ça va être pareil, un freestyle pas possible. Je me suis dit que au lieu de faire une série, je vais faire tout ce que j'ai vu de culturel dans le mois, on va dire. Oh, moi, selon je te parle. Et du coup, je vais faire alors dans le mois, bon j'ai vu d'autres choses pendant, par exemple il y a 2 mois, etc. Dans le mois vraiment j'ai vu une pièce de théâtre, 2 films et une série. Donc là, je vais passer plus vite sur certaines choses et moins vite sur un film et une série. Donc j'ai vu la pièce de théâtre, c'est Dormir 100 ans. Donc c'est le spectacle qui a eu le Molière du spectacle jeune public. J'ai été très déçue parce que quelque chose qui paraît enfantin, que je trouve non accessible aux enfants, car il y a beaucoup d'images, même si c'est des belles images et c'est joli, c'est mignon, c'est tendre, je me dis c'est pas accessible pour les enfants. Et en plus moi quand je le regarde, ou quand même moi j'étais avec ma mère, quand ma mère le regarde, il y a beaucoup de choses qui vont pas ensemble. Il y a certains moments que j'ai bien aimé parce qu'il y avait du dynamisme, et c'est vraiment ce dont cette pièce manquait, quoi, parce que il y a, à part un moment où il y a vraiment quelqu'un qui danse, il y a vraiment des aspects touchants dans cette pièce. Mais quand j'y suis ressortie, je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'aime bien? Et en général, quand tu te poses cette question après un spectacle de théâtre, c'est vraiment pas bon signe, quoi. C'est pas faux, ouais, carrément. Et j'ai réfléchi et je me suis pas je me suis pas trouvée touchée par la chose. C'était assez, je trouve que c'était quelque chose d'assez décalé, mais assez neutre dans son décalage. C'est-à-dire que c'est un décalage qu'un peu tout le monde s'invite à faire, car il devient un peu normal finalement, et voilà. Un décalage qui n'était pas engageant. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça m'a un peu déçue. Et après, je suis allée voir au luxe, parce que le luxe, c'est la vie. Je suis allée voir Femme libre, Jeune femme. Ah oui, je suis allée voir Jeune femme. Alors, Jeune femme, donc j'y suis allée aussi avec ma mère. Ma mère a beaucoup aimé, j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc pour une fois que j'ai des choses à dire sur des choses que je déteste, c'est pas mal. C'est l'histoire d'une femme qui vient qui n'a plus rien en fait dans la vie, parce qu'elle vient de se faire jeter par son amant, quoi, de son appart, quoi. Elle a juste son chat dans les bras et elle sait pas quoi faire. Elle se retrouve la première scène, elle est chez les pompiers après s'être pris la vitre de la porte de son amant dans le crâne, et elle commence à délirer de fou complet. Et cette scène est super intéressante et tu te demandes waouh, est-ce que ça va amener? Finalement, ça amène beaucoup de problématiques super importantes, je trouve, mais l'aspect décalé de la personnalité de cette femme qu'on avait découvert au début se ternit vers la fin, et même si la fin est vraiment jolie, donc ça rattache un des points duquel a parlé Edgar avant, donc je dirais pas lequel. De toute façon, il y a plein de trucs. Et voilà, donc franchement, je pense que j'ai pas apprécié personnellement, mais ça peut être vraiment appréciable. Ça a duré longtemps et Ça reste intéressant. j'ai décroché, mais ça reste intéressant. Ça reste un film à regarder, pas à regarder 2 fois pour moi. Voilà, donc je vais passer au 3e film sur lequel je vais peut-être plus s'étendre. C'est The Square. Oui. Oui. Putain, et en fait, je voulais faire ma chronique de la semaine prochaine sur The Square. Ok, bah The Square, écoute, moi je vais dire 2-3 petits trucs. Ok, je vais essayer de pas m'étendre. Moi non plus, là je vais pas m'étendre, je vais juste dire 2-3 petits trucs. Ce film, là, je l'ai aimé. Pourquoi? Parce que ce réalisateur a le don de mettre mal à l'aise les gens, mais à leur poser des questions, on n'aurait pas idée de se les poser nous-mêmes. Il nous confronte à des situations où on se dit mais quel choix je ferais face à cette situation, des choix où on ne sait pas qui a raison, des choses humainement naturelles qu'on fait, qui sont dans notre nature, mais qu'en fait qui paraissent terrifiantes, des actes sur des coups de colère, il y a surtout une scène, la scène, je sais pas si vous voyez l'affiche. Je sais pas si vous voyez l'affiche où c'est un homme sur une table, sur un banquet, qui a des espèces de, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est des rallongements de bras en gros. Voilà, c'est ça, en fer. Et c'est une scène. Alors moi, quand j'ai vu l'affiche, déjà, je me suis dit,
oh, cette scène, elle a l'air bien, même sans la voir. Ouais. Et quand je l'ai vue, c'était tellement différent de ce que je pouvais m'imaginer, C'est parce ça. que ce gars-là, il te pousse aux limites de ce que C'est tu un peux acteur penser. incroyable, hein. Parce que quand tu la vois, cette scène, t'es figé, c'est obligé, il peut pas y avoir, ça peut pas être quelque chose de pas crédible que tu prends à la rigolade ou quoi, c'est vraiment un moment, ça serait vraiment salir l'auteur que de rigoler à cette scène, Ouais. je veux dire. Et c'est une scène qui m'a touchée, donc franchement, regardez-le et voilà, vous me direz, oui. Juste, Ouais. c'est bien un film d'horreur, Square. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est j'ai pas les bonnes références. enfin, du coup, oui, le Cube, lui, c'est un film d'horreur. Ah, voilà. Et en D'accord. plus, c'est, je pense, le seul film de ma vie où la scène de fin, le clip de fin, vraiment l'image de fin, je me Ok. suis dit, si ça s'arrête pas là, c'est trop long. Carrément. Et ça s'est arrêté là, et j'ai vu le nom des acteurs, et je me suis dit, je savais quelle heure précise il durait le film, et je savais, je regardais mon portable, je savais à quelle heure il allait finir, je vois l'image, je regarde, et là, c'était exactement l'heure de la fin, je me relève, et là, il y a les noms de tout le monde, quoi, et j'étais surprise, et il y a une musique très très récurrente dans le film, qui est, genre, très, je sais vraiment même pas comment la décrire, mais qui est entraînante, et vu que c'est un thème vraiment principal qui est récurrent, quoi, tu sens que ça va retoucher aux mêmes soucis, Ouais. et pourtant c'est un film qui prend vraiment beaucoup de temps à démarrer. Au Qui début, démarre même un peu jamais. ouais, voilà, exactement. Tu te dis quand est-ce qu'il va y avoir le truc. Pour moi, le truc c'est le banquet. Oui, oui, je suis Pour moi, d'accord. et en fait, ça commence avec une image. En fait, The Square, c'est une image. C'est quelque chose qui est exposé dans un musée. Et c'est une image, donc il y a une citation à son pied qui est très belle, qui est très forte. On se rend compte que nous, dans le monde humain, personne ne la respecte. Et ce gars-là, il va perdre tout ce qu'il a à cause de conneries, à cause de la connerie humaine, et il va Bon, pas attention, savoir je le comment présente la semaine réagir. prochaine, hein. Voilà. Ah, ok, bon bah je finis pour The Square. C'est ce que t'en as pensé aussi. Ouais, moi j'aimerais Joachim, juste rajouter un petit truc, Ouais. si ça t'embête pas, c'est sur cette fameuse scène avec du coup la scène du singe. Voilà, je voulais pas trop en dire, je voulais même pas dire La qui scène faisait le singe ou quoi. En fait, Surtout à la fin avec la femme, bon voilà. ils ont énormément axé leur communication sur cette scène. C'est la scène qui a fait parler du film. À la base, le film était inconnu et cette scène a été diffusée sur les réseaux sociaux et tout le monde en a parlé. L'acteur qui joue dans cette scène, c'est l'acteur de Oh Gollum mon Dieu. et de Ah, il est César dans La planète des incroyable. singes, qui est un mec qui fait un travail dans le jeu d'acteur qu'on n'avait jamais vu avant, quoi, vraiment de Bah, c'est s'oublier comme ça d'accord, en ok. tant qu'être, c'est Ouais. terrifiant. Ouais, c'est. Et le tour de force en plus, c'est que tu vois cette scène sur internet, tu te dis ouais, c'est putain d'impressionnant. Tu vois la scène dans le film, ça n'a rien à voir avec ce que D'accord. tu avais vu sur internet, quoi. Mais ce mec-là, il fait partie de la nouvelle génération d'acteurs. Hein. Ouais, D'acteurs carrément. qui jouent complètement. On en parlait pour le Cinoche sur les images de synthèse. Oui. Parce que lui, il a vraiment rien, quoi. Pour le coup, sur Gollum, c'est impressionnant. Il y a quelques images C'est clair. de post-prod, non, je sais pas comment. Là, il y en a beaucoup. Ouais, mais... Et le mec a rien. Il arrive à avoir des mimiques de Gollum qui est incroyable. terriblement laid, quoi. Mm. Et il joue aussi César dans La planète des singes. Ouais. Je le savais pas. Et donc là, il joue dans ce film-là. Exactement. Et en fait, il Ok. a gardé le côté singe. Singe. Ah ouais, ok, et d'accord. c'est. Après, faut le voir. Mais je ferai ma chronique la Non semaine mais prochaine. ce Ouais, que ok, j'avais dans ma tête carrément. pendant Le cette Parce que là, scène, et j'ai- je pense que t'avais dans ta tête, c'était arrête, Ouais, quand est-ce jusqu'où que tu ça vas s'arrête, aller quoi. et fermer la scène, c'est bon, il a fait ce qu'il avait à faire, et tu te dis Tu non. sais que en plus, Parce que normalement, tu te dis, bah, c'est un humain qui joue un singe, et D'accord. il ne s'arrête pas, et t'es Mais- là en mode, mais tu sais qu'en plus, elle a été majoritairement improvisée cette scène. ça C'est- m'étonne pas, ça m'étonne pas, surtout Ouais. pour la fin, et vraiment, bon, j'essaye de pas trop spoiler, mais je me suis dit, la connerie humaine, elle ressort aussi quand il y en a un qui y va, et il y a tout le monde Ouais, qui complètement. suit. Je me suis dit, Et c'est ça, mais- incroyable, quoi. J'ai trop hâte de faire ma chronique dessus. parce Ouais, que voilà. j'ai Il- des trucs, il est en Je vais pas en singe, dire je comprends plus. pas. Non, il vient de sortir. Non, j'ai dit. Il est en singe. Non, mais parce que tu dis. Faut voir. La Ouais, faut connerie le voir, humaine faut le voir. et- Mais ça me fait plaisir d'en parler avec quelqu'un La qui l'a semaine vu, prochaine, parce que, La semaine prochaine. voilà. Et donc, bref, je vais parler de la dernière chose, de ce qui devait être principalement ce que je devais parler. Je sais pas si je prends beaucoup de temps ou pas. Bah, ça va, mais Ok, ouais. D'accord. Alors, en gros, je voudrais parler de, donc, Maxime le sait, vous le savez peut-être pas, Facile, une série Netflix qui vient de sortir sa saison 2, très connue. Stranger Things. Exactement. Stranger Things, je sais pas si vous l'avez vu, du coup. qui a maté Oui. la saison 2? Moi, j'ai Bah oui, maté la moi- saison 2. Moi, j'ai En maté la une saison 1. Eh bien, Mais j'ai rien maté du tout, mais je crois que je vais y mettre parce que j'ai vu Alors, un tweet de Stephen mais King t'as qui a vu dit que c'était une Bah, c'est superbe normal. série. c'est Mais une T'as vu série que la incroyable. saison 1, Ouais. Maxime Et Ouais. alors, T'as vu que la saison 1? Il faut que je me mette à la saison 2, j'ai pas le temps. Oh, allez, tu te Ça- prends non, en mais- main. non, mais- C'est lié à des histoires tu auras le temps pour l'épisode Regarde. 1 et tout d'un coup,
Après l'épisode 1, tu auras le temps pour le 2, pour le 3, pour le 4. Non, mais je sais que je vais kiffer, en plus. Et voilà. Et ça m'a pris peut-être de nuit, mais franchement, Explique un peu le concept de c'est la incroyable. série, Edgar. Alors déjà, faut savoir que c'est Maxime ici présent qui me l'a conseillé. Je suis pas une fille où quand on me conseille quelque chose, j'y vais presque jamais. Mais là, je me suis posé un moment, je me suis dit, il faut que je regarde une série. J'ai regardé l'épisode 1, j'ai fait, ok, d'accord, j'adore. Voilà, je me fais toute la saison. Et je me suis fait toute la saison et c'était incroyable. En fait, c'est une série qui reprend beaucoup les codes des années... C'est un hommage, même. Voilà. Les années 80. Ouais, les années 80 en Amérique. C'est surtout les codes des Goonies, de E.T., etc., tout ce genre de choses, avec surtout une bande de gamins qui sont 4 du coup, et en gros va y avoir un événement qui va lancer la série dans beaucoup de ramifications d'histoire en fait qui vont finalement se rejoindre, donc un scénario un peu classique mais qui est super bien mené dans la série. Et en fait, donc cet événement, c'est un des 4 du quatuor. On le retrouve plus. Donc on le retrouve plus. Ça fait un peu la petite ville avec des événements un peu étranges, quoi. Et il y a sa mère qui pète un câble. Sa mère qui joue tellement bien. Ah ouais, sa mère c'est Winona Ryder. Donc voilà, très grand nom dans les séries, les cinémas, etc. Incroyable. Il y a aussi on va suivre le commissaire, on va suivre les adolescents du lycée, on va suivre les gamins, on va suivre oui, la sœur. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle est mignonne. Et t'as un boyfriend qui est mignon aussi. Et les deux sont mignons. Moi, j'aime bien les deux. Et donc, jusqu'à l'apparition de la fille, c'est ça, de 11 ou je sais pas quoi. Voilà, Eleven qui apparaît au premier épisode. Ah oui. Et qui apparaît d'ailleurs dans une scène qui recopie totalement la scène où on retrouve E.T. Alors c'est sous la pluie avec la lampe dans comme la cabane. Ça et il y a plein de plans. Elle est comme ça, elle est frigorifiée, elle est rasée quoi. Donc on sait pas d'où elle vient. Elle. Voilà, on sait pas d'où elle vient et c'est finalement, en fait, tous les personnages donnent des éléments clés pour faire avancer et il y a un final qui est incroyable. Je trouve pas pour la saison 2, j'étais déçue de fou. La saison 2, elle apporte beaucoup plus de suspense, moins de peur, je trouve, mais beaucoup plus de suspense, c'est super important. Moi, devant beaucoup de scènes, j'étais vraiment bouche bée, mais sans forcer le trait, quoi. Il y a des nouveaux personnages moi, j'avais des grosses appréhensions. La saison 2, j'ai mis au moins 2-3 semaines à regarder parce que j'avais peur que ce soit vraiment nul. Et finalement, j'ai été ultra surpris. Après, j'ai peur que ça soit vraiment dans la redondance parce que c'est un peu, c'est différent, mais ça reste dans le thème de la saison 1, quoi. Les saisons se suivent, okay. mais j'ai peur que la saison 3 soit vraiment aussi dans le même thème. Et on retrouve le personnage. Ah merde. Donc, attention. Il y a. Ouais, En fait, je pense que la saison 2, elle était ultra nécessaire par rapport à la fin de la saison 1. Ouais, oui, mais bien la sûr. saison 3, on n'en a pas du tout besoin. C'est clair. Qui fait super peur. Pour moi, c'est clair. La saison 1 posait des questions à laquelle elle répondait en partie parce que si ça pose que des questions pendant 8 heures, c'est chiant. Mais du coup, la saison 2 répond à ces questions. D'accord. Sauf que la saison 2 termine genre sur les 5 dernières secondes sur un ultra cliffhanger de ouf. Ah, c'est ça, c'est quoi un cliffhanger? C'est genre quand tu utilises la suite en laissant traîner des choses sur les réseaux. De toute façon, c'est sûr, hein, tu vois. Cliffhanger. Et sauf que t'as plus aucune question, tu te poses 0 question. Du coup, on me dit il y aura une suite. D'accord, ouais, ok. Non. Tout est donc en gros, pendant toute la série, ils vont juste chercher leurs potes, c'est ça? Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Ça, c'est un truc que je voulais dire et qui me fait dire que quoi qu'il arrive, que je sois déçu par l'histoire ou pas, je vais kiffer la saison 2. Stranger Things, c'est une des seules séries qui arrive vraiment à te faire flipper à l'ancienne, qui n'utilise aucune facilité, qui repose tout sur l'ambiance, sur le jeu des acteurs et qui fait trop plaisir parce que ça te rappelle trop ton enfance. Des images de synthèse ou pas, du coup? Il y a des images de synthèse, mais en fait, c'est une bonne série dans le sens où on les voit quasiment jamais. D'accord. Et surtout que cette série, il faut savoir qu'ils l'ont fait vraiment la saison 1 avec vraiment les moyens du bord. Donc tu te retrouves à Hollywood, t'as ta petite maisonnette, quoi, à côté de toutes les maisonnettes qui font les grosses sitcoms, quoi, et tu fais ton petit truc. Donc faut savoir qu'il y a vraiment une belle utilisation des décors. Trouver tout ce qui fait années 80, c'est vachement difficile. Il y avait tous les gens qui devaient choisir, qui devaient trouver les décors, qui essayaient de chercher un peu partout, qui allaient dans des vides-greniers, qui prenaient tout, qui raflaient tout. Et à côté, tu vois, alors il y a beaucoup d'effets spéciaux, du coup. C'est flippant.
Vu que, ouais, c'est... Tu te mets bien dans l'ambiance, t'as moyen de te faire bien flipper. Mais après, Regarder, la saison 2, j'ai trouvé, personnellement, que, bon, tout, tu t'y attends, en fait. Genre, t'as la scène et tu dis, bon, bah, il va se passer ça, quoi. Bon, alors ne spoilons pas trop. Ouais. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois, quoi. Genre, si on peut conclure sur un truc sur lequel on va être tous d'accord, c'est la Hyper bande son suivi. est oufissime. Voilà. Et Dustin est un héros national aussi. Ouais, la musique Et de la Dustin série, n'est elle- qu'un con. D'accord. Oh, Mais Bah, c'est vrai. Oh non, Dustin, C'est à cause Oui. de lui. Il y a tous les morceaux Non. cultes des années 80, t'as du ACDC, Je t'as me du... suis dit, D'accord. s'il y en t'as avait du un des Rolling quatre qui Stone, mourra, enfin, qui ça fait trop plaisir. qui Et peut même la mourir, bande son c'est- originale qui a été créée, elle est ouf. Tu mets ça Pourquoi dans une ils ont soirée pas de besoin loup-garou. d'introduire J'avais mis Bob une pour soirée de mettre des loup-garou, la gens bande son. juste pour qu'ils Ah ouais s'en aillent. D'accord, Ils ont ok. juste besoin de Ok. Dustin, casse-toi. mais non, tout le monde aime Dustin. Bon, ouais, Laisse oh. Dustin tranquille. On va laisser ce débat mourir Allez, dans dernière vos chronique. têtes. Voilà. Vous en Ouais. parlerez à une pause C'est club. ça. Bon allez, Sur ce film. je pense qu'on va passer à la dernière chronique, Ouais, celui ouais, qui d'habitude rapide. ouvrait toutes les émissions, Oui. avec un petit jingle. Parlons de jeux vidéo. De design, de gameplay, de narration. Bon, bah, on va terminer en se détendant un peu avec quelque chose de pas du tout sérieux, de quelque chose un peu d'enfantin. On va parler de jeux vidéo. Voilà, je laisse la parole à Hugo Adam. Eh ben, bon, bah déjà bonjour, la monde de politesse. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'écrire une chronique vraiment propre. Tant mieux. Alors, Tant mieux. Freestyle. Tout Ah, le monde oui, aura fait d'accord. freestyle. Donc freestyle. Donc j'ai pris quelques notes et je vais essayer de vous parler aujourd'hui de ce phénomène qu'on appelle l'e-sport. Parce que je vous ai déjà teasé sur la chronique un peu de Capcom que j'allais en parler un jour. Et donc aujourd'hui, comme j'avais pas vraiment le sujet, hormis le gros sujet de la semaine prochaine que je ferai en duo, je me suis dit que j'allais faire un peu de filler là et rajouter cette fameuse chronique sur l'e-sport. Alors déjà, l'e-sport, qu'est-ce que c'est ? Bah, l'e-sport, c'est les compétitions réellement de jeux vidéo. Donc tu prends un jeu multijoueur, tu prends des gens qui aiment beaucoup ce jeu et qui veulent vraiment devenir des professionnels, tu les fous dans des compétitions à des cash prizes de ouf, et voilà, t'as le début de l'e-sport. Alors, Pognon attire le pognon. Ah bah oui, oui. Bah. Puis bon, là j'ai le plus gros cash prize de l'histoire, c'est plus de 30 millions de dollars. Avec. Donc, si tu sais bien jouer, tu te mets bien. Bref, donc l'e-sport, ça a commencé en gros vers les années 80, avec notamment des jeux comme Quake, qui ont vraiment lancé l'e-sport. Oui. Oui. C'est des bons souvenirs. Ah ouais. Alors, Avec une petite musique type Eurodance. pourtant, quand tu regardes, Tu fais ça bien. Tu fais ça bien. quand tu regardes les images aujourd'hui, Quake, ça a quand même bien vieilli. Ah, carrément. J'ai regardé tout à l'heure pour. T'as vu le nouveau Quake ? Non. Ok, ça a l'air de la grosse merde. Ah, c'est très bien. Et du coup, Quake a été vraiment un des pionniers de l'e-sport, hein, vraiment, en proposant d'abord des petites compétitions dans des garages, puis des petites compétitions dans des salles des fêtes, puis des petites compétitions à la nationale, puis internationale. Nanana. Donc, c'est comme ça que sont apparues toutes les grandes instances d'e-sport, hein, quand on pense à l'IVO, à l'ESWL ou à l'ESL. J'ai la flemme de vous traduire, de vous faire. Et en gros, c'est les jeux de combat et puis d'autres qui regroupent plein de trucs, quoi. Ça a vraiment débuté comme ça. D'abord, un groupe de potes qui voulaient Ça part toujours d'un garage. Oui, bah oui. Le jeu vidéo, ça part d'un garage. Ah bah tout forcément. Le temps. Le jeu vidéo est un garage. Et pour les médias, enfin pour la télévision, ça reste dans un garage par contre. Oui. Ah, pas tout à fait. Hein, D'accord, parce on va en que, parler. bon, déjà, 30 millions de dollars, donc les gens... Quand t'as du pognon, ça amène le respect aussi. Oui, aussi. Hein, mais voilà, donc ça commence à vraiment se démocratiser, notamment avec un sujet dont je voulais vous parler, c'est que l'e-sport, ça va peut-être arriver aux Jeux Olympiques. Oui. Aux Jeux Olympiques de Paris, 2024. 24 Ils en parlent. Oui, et ça, c'est un oui, débat mais qui est ils en trop parlent. fun. Ils en parlent, Ah, c'est mais- déjà En un fait- truc de ouf quand tu vois que il y a des gens comme merde, j'ai plus son nom, qui avait invité Squeezie sur son plateau et qui l'avait Hardison qui Un envoie plaisir, des ça. pics tout le temps en disant J'ai oui, jamais eu- Ah, non, et pour oui, tous les oui, youtubeurs, c'est ça, tous les ouais. youtubeurs ont le J'ai même jamais eu autant traitement. d'empathie pour Squeezie qu'à ce Ah moment-là. oui, quoi. exactement. Et même, il Donc, y a eu un 66 il s'en sort bien, en minutes plus, sur, hein. Il sur s'en la sort vidéo très City bien, Paris, où Oui. il clash, bon, surtout Enjoy Phoenix, mais il clash tous les youtubeurs, quoi. Et... Ouais, Non mais c'est surtout. Mais c'est parce que vraiment les vieux médias Voilà, c'est ça. Non, mais Ils sont c'est clair. jaloux, en complètement fait. récessifs à Ouais, c'est ça. donc on a une image très négative du jeu vidéo auprès des vieux, voilà. Mm. Et Média, hein. Pas-
Oh bah. Oui, aussi. Tu sais. Les vieux médias sont-ils regardés par des vieux? Ah, Pas dire grande ça. question. Que dire ça. Mais du Bref, coup, on ne le répondra pas. c'est vraiment l'e-sport quelque chose qui se démocratise, notamment avec l'arrivée à la télé, tout simplement, de l'e-sport. Donc les JO, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive pour de vrai. Et donc, je pense que l'e-sport, c'est un peu le fer de lance de la démocratisation du jeu vidéo. Bon, d'accord, bah c'est bien parce que ça nous fait parler du fait que même si ça se démocratise, la polémique sur Ardisson et Squeezie qu'on n'aime pas, personnellement je l'aime pas, mais qui plus le temps passe, plus devient quelqu'un d'assez respectable par rapport au travail qu'il fait. Exact. Et en fait là c'est même pas le critiquer comme la télévision le faisait uniquement avant. Là, c'est aussi se ridiculiser parce que là, le jeu qu'il faisait, c'était dire non mais nous on a un média de vieux, pourquoi est-ce que tu viens dans mon émission, toi qui as 20 millions de vues quoi. Et c'est de la jalousie ou je sais pas trop, mais c'est pas pognon. Hein, C'était se ridiculiser tout en disant voilà, après côté de ça, nous c'est un vrai métier et toi tu te fais de la thune sur rien. Ah bah on pense notamment en mode mais vous êtes des glandeurs devant votre PC. Donc c'est pas que le pognon, hein, c'est vraiment là ça touche aux personnalités de la télévision. C'est lié au pognon de base parce que c'est quand même de base la télévision qui perd des parts de marché. Oui, t'as raison du coup. Et qui voient en plus la plupart de leurs grands techniciens, grands animateurs et tout se décaler progressivement vers Internet quoi. Donc ils ont raison. Oui, c'est pour ça. Mais sinon, bon, d'accord. Okay. Après, par rapport au débat de l'e-sport au JO, moi je suis très ouvert d'esprit, que les gens se rencontrent, que les gens fassent la bourre, mais par contre, je trouve pas que ça soit. Enfin, j'aimerais pas personnellement. Non, je trouverais ça étrange, je trouverais ça. C'est vraiment, même si peut-être qu'on peut considérer ça comme un sport. Pour moi, un sport, on se dépense, on fait des efforts, on s'entraîne, etc. Comparer le jeu vidéo aux échecs, en fait. Et les échecs, c'est pas au JO. Donc ça pourrait marcher dans quoi, peut-être dans plus longtemps, mais là on n'est pas encore assez, la société n'est pas encore assez adaptée et ouverte d'esprit face aux jeux vidéo. Mais dans les échecs, il n'y a pas le jeu d'équipe. Dans les jeux d'échecs, c'est ça le jeu d'équipe. C'est sur ça qu'argumentent tous les gens qui sont pour l'e-sport. Mais et puis même, il y a un problème tout con qui se pose sur cette question, c'est on joue aux Jeux Olympiques, mais à quoi on joue? Oui, aussi, je suis d'accord, je me pose la question de quel jeu on allait choisir si on joue à Call of et FIFA. Moi, ça me va pas. Bah, faudrait jouer aux jeux les plus populaires et ça serait League of Legends, Dota, Starcraft, LoL. Ça fait chier, hein. Bah, Starcraft. Ça fait chier, League of Legends, en soi, c'est très intéressant à regarder. Mais, au JO, quoi. En fait, ça serait pas les jeux les plus populaires, ça serait les jeux pour lesquels les développeurs, enfin pas les développeurs, les studios de développement seraient prêts à mettre le plus d'argent pour leur visibilité. Donc là, League of Legends, Starcraft, les plus populaires. Et Hearthstone et Activision, ils pourraient très bien mettre en avant un Battlefield ou quoi que ce soit. Avec la thune qu'ils ont, Blizzard, si on fait un tournoi comme ça, t'es sûr qu'ils vont incruster un Hearthstone. Hein. Blizzard, ils préfèrent faire leur petit truc à côté. Oui, ça marche mieux en même temps. Qui marche. Mais de les mettre au JO, ça pourrait être une grande avancée pour la démocratisation des jeux vidéo. Ouais, mais est-ce que pas une grande avancée de merde aussi? Mais voilà. Mais non, je suis d'accord parce que en fait, du coup, les jeux vidéo pour les sportifs, les ados sportifs, les jeunes sportifs, ils ont qu'une envie, c'est d'être au JO, c'est un peu un rêve. Et donc du coup, ça va se retourner vers ça. Je dis pas que c'est une mauvaise chose que des ados soient motivés pour faire de l'e-sport au JO, mais c'est quand même pas le meilleur pour tout ce qui est santé, quoi. Du coup, c'est complètement le paradoxe à côté de... Je sais pas si c'est un vrai argument, c'est parce qu'il y a des compétitions de football depuis des années, et les gens font du football en amateur sans jamais se dire, voilà, moi je fais du football, donc je vais devenir le meilleur joueur de football. Ouais, mais il y a une sorte... Oui, d'accord. Je sais pas, en fait... Il y a ceux qui sont devenus effectivement joueurs de football, ceux qui sont ratés et qui soit ont trouvé un avenir, soit sont au chômage. Ça va être pareil dans le jeu vidéo, quoi. Il y a ceux qui vont sortir à la fibre, ceux qui ont raté et ceux qui sont juste laissés, quoi. Ouais, même si t'as pas envie d'en faire ton métier, t'as quand même des idoles. Voilà, t'as des idoles du foot, des idoles. Voilà, bientôt on aura des idoles de jeux vidéo. Et ça commence déjà hein, quand tu vois. Bah, dans la sphère jeux vidéo ludique, t'as des noms qui reviennent. Et des noms bien stylés vu que c'est des pseudos. Ouais, enfin. Ça dépend, enfin, ça dépend comment tu vois le style. Après. Maxime de The Call du 14XX. J'aimerais kiffer, moi. Avoir mon pseudo reconnu dans le monde entier. Non, mais après, c'est que c'est super différent, quoi. Pour moi, on peut faire des plus grandes compétitions pour les e-sports. Bah oui, ça me viendrait pas des trucs diffusés vraiment à la télé. Voilà, pour les gens qui s'y intéressent, et les gens qui s'intéressent au sport, ils vont regarder les JO, et les autres, ils vont regarder le e-sport. C'est ça la vraie solution, c'est juste mettre la compétition.
à la télé. Je suis assez d'accord. Ouais. Voilà. C'est ce qu'ils font en Corée du Sud et ça fonctionne parce que la Corée du Sud, En Corée, jeux C'est vidéo- génial. Non, mais Non, C'est mais un la- super incroyable, pays. Ça c'est vrai, ça c'est Non vrai. mais la Corée du Sud, fun fact, si tu voles un truc dans un jeu vidéo en Corée du Sud, tu peux aller en prison comme si t'avais volé quelque chose en vrai. Ah ouais. Ah oui, la D'accord. Corée du Sud de rigole zéro. Je savais pas ça. Pour C'est moi, la pour- Corée du Sud, c'est le paradis. Non, Ah, mais mais ils c'est se pour ça que la développent Corée du dans Sud tout, gagne ils toutes ont les tout compétitions chaque année. Hein. C'est Ouais. parce que là-bas, le jeu vidéo, c'est C'est une institution. Ouais, une ouais, institution. carrément. Mais en fait, en les vrai, meilleurs genre- viennent de Corée, le paradis du temps dans les jeux vidéo. Hein, il me Oui, semble. bah oui, la Corée gagne tout. Quand tu mets en fait de côté l'idéologie et que tu fais juste preuve de bon sens, tu regardes les JO. Et le sport, l'e-sport n'a rien à faire là-dedans, tu vois. Ouais, Les JO, c'est spectaculaire, c'est à ça. l'air libre, c'est des gens qui se déplacent pour voir ça. L'e-sport, c'est un écran, quoi. Et Ouais. ça ne Bah, marche il y a pas. il y a quand même tout ça, il y a quand même le spectaculaire, etc. Oui, mais un spectaculaire qui n'est pas. Alors, il y a un spectaculaire qui est lié au jeu en lui-même, mais qui est de la diffusion du spectaculaire. Oui, C'est oui, le oui, spectaculaire n'est pas bien sur sûr. place, quoi. Ouais. Le JO, c'est un instant qui est sur place. D'accord, ouais. Et Je sais puis il y a pas. aussi le paradoxe de la santé, parce que il y a d'un côté il y aurait tous ces sportifs et de l'autre côté on aurait après c'est cliché de dire bien C'est sûr. cliché surtout mais que c'est quand pas tu vois sportifs. les. Surtout que les gamers. En réalité, ils sont bien stock en ils sont général. bien, hein. ouais, ils sont en bien, bonne santé. Ils sont bien, dopés, ils sont Ouais. en bonne santé, mais du coup. Et ça, c'est trop drôle que la dope soit, du coup, ça soit rentré dans le débat aussi autour de l'e-sport. Parce qu'il y a des D'accord. joueurs de e-sport qui commencent à se doper pour les compétitions de La jeux vidéo. concentration, Ah la ouais. fatigue, tout ça. Ah, ce bip Ah bip. ouais. Tu nous avais promis que ça se reproduirait plus. Je suis désolée, Ouais, je pensais pense pas que ça allait durer Ça veut aussi dire qu'il faut tard. terminer ce petit bip là. Ouais, on se termine. En fait, Non, on fait le petit débat. petit débat ou pas petit débat? On a plus le temps, il est quelle heure? Eh ben, il est 19h. Ok, bon, bah, et, 3 et, fois que ça se fait reculer. on n'a pas fait, ouais, ça fait, La bon, ouais, prochaine fois, on le met Bon, en en tout premier, cas, j'en on ai dit plus rien. qui aime bien, qui aime pas. C'est quoi, non moi j'adore. Moi, j'aime pas. Ok, on en parle dehors. la fête est Juste, Oui. on va peut-être J'adore. conclure. Attendez, calmez-vous, asseyez-vous, bordel de merde. Et tu satures. Taisez-vous. Ok, d'abord on conclut, s'il vous plaît. Au revoir. On a peut-être mis 3 ans pour faire le débat sur Orelsan, mais Orelsan a mis 3 ans pour sortir son album, donc y a pas de souci. Et Fais les bacs, fais les on bacs. nous a fait un autre débat un peu geek, et sachant qu'Orelsan est un peu geek, donc ça va. En mode hardisson, Voilà. y a pas de souci. Et je pense qu'on va conclure du coup là-dessus. Yes. On vous fait un gros bisou. Bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir, bisous. Bisous. Salut.